Дорогие гости Русского дома, дамы и господа, рады приветствовать вас в наших стенах. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes heureux de vous saluer dans les locaux de la Maison russe des sciences et de la culture dans le cadre de cet événement. Сегодня, в преддверии открытия выставки Российского национального музея музыки Сергея Рахманина «Я, русский композитор», организованной в рамках комплексных мероприятий к 150-летию композитора Сергея Рахманинова, организован круглый стол, который проведет генеральный директор музея, заслуженный деятель искусств Михаил Аркадьевич Брызгалов. Aujourd'hui, à l'occasion du 150e anniversaire du compositeur Sergei Rachmaninov, à la veille de l'inauguration de l'exposition Sergei Rachmaninov, moi, je suis un compositeur russe, sera organisée une table ronde dirigée, modérée par le директор général du musée Михаил Брызгалов. Одно небольшое техническое вступление, прежде чем передам слово Михаилу Аркадьевичу, который расскажет о музее, крупнейшем музыкальном музее с экспозицией более 3,6 тысяч единиц из личного архива Рахманинова. Скажу нашим онлайн-слушателям, телезрителям о том, что организован синхронный перевод. Поэтому в нижнем правом углу вы можете включить французский язык для тех, кто не владеет русским языком, и слушать в комфортном для вас режиме. Avant de passer la parole au directeur du musée, le plus grand musée au monde ayant la collection d'objets et de personnel des archives de Rachmaninov de plus de 3,6 000 unités d'objets exposés. Sur place, je tiens à signaler que la traduction simultanée est organisée aujourd'hui. En français, vous pouvez appuyer sur le globe pour vous connecter et écouter dans le rythme et la langue pour que vous soyez au confort. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole au directeur du musée Михаил Брызгалов. С удовольствием передаю слово Михаилу Аркадьевичу Брызгалову. Спасибо большое. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Я очень рад быть Mesdames сегодня et здесь. messieurs, ça me fait un grand plaisir de me retrouver ici parmi vous, И мы à Paris, à la Maison russe. представляем в нескольких городах и странах Nous représentons dans plusieurs pays, dans plusieurs villes du monde, l'héritage de Sergei Rachmaninov. Mais bon, je ne vais pas anticiper. Alors, est-ce que je dois m'asseoir Лучше сесть, хорошо. ou je peux continuer à me tenir debout? D'accord, je m'assois alors. Несколько слов я D'abord, очень quelques рад вас всех приветствовать. mots, Спасибо quelques за paroles то, что d'ouverture. пришли. Tout d'abord, bienvenue. Рад приветствовать всех тех, кто Je me смотрит félicite нас vraiment de votre в présence режиме онлайн. et je remercie tous nos Я spectateurs представляю en ligne. Российский национальный Je музей représente музыки. le musée Это russe довольно national de la musique, qui est un musée assez grand, единиц хранения, как qui говорят compte на des millions et иврите, des millions чтобы d'objets, было понятно на русском и французском языке. Мы храним d'exponats, comme disent лучшие образцы les experts de русского musée. Donc, les meilleurs échantillons, si vous voulez, de la musique russe, Чайковского, Глинку, Прокофьева, qui compte Рахманинова, Rachmaninov, Shostakovich, многих Glinka, других Tchaïkovski других выдающихся et деятелей музыкальной d'autres культуры personnalités нашей éminentes de страны. la culture musicale de notre pays. 24 марта Le нашему музею 24 исполнилось mars, notre 111 лет. musée a célébré ses 111 лет. 111 ans. Bon, Музей был c'est un événement que nous основан avons в fêté tout Московском récemment. консерватории. Le musée a été fondé au sein du Это была сначала conservatoire совсем небольшая комната russe. Au tout в début, ce Московском n'était консерватории, qu'une потом petite chambre en tout разросся petit уже local et становился finalement, крупным cela a grandi музеем pour по огромному devenir собранию le музея plus музыки. grand musée, par ses fonds, le plus Очень grand musée de musique au monde. С одной стороны, Nous en трудиться sommes très небольшое fiers, хозяйство. d'une part. D'autre Я всегда part, шутку говорю, мы euh, работаем на c'est заводе по beaucoup. производству Comme je le государственного dis производства quand je fais des blagues, nous разнообразных sommes une мероприятий в véritable сфере usine de production de музыкальной différentes культуры. expositions Ну, в общем, всем appartenant заключенным au domaine de это la culture большое musicale, mais удовольствие. en tout cas, ça nous fait un grand plaisir à moi-même et à Что мне tous mes хотелось бы сказать? collaborateurs. Теперь переходим к Donc maintenant, Рахманину. pour Если будут passer какие-то à вопросы, я всегда с Rachmaninov. удовольствием отвечу Si vous на avez des любые questions, вопросы, если они à у la вас fin de ma présentation, возникнут. j'aurai le plaisir d'y Сергей répondre. Васильевич,
Sergueï Rachmaninov. Еще в 1942 Encore году en сам 1942, Сергей Васильевич по просьбе Sergueï музея Rachmaninov lui-même, à la отправил demande первые du musée, посылки a со envoyé своими un материалами в petit музей. envoi, un Он petit сам лично colis, это si vous сделал. voulez, В avec это время было des échantillons, des petits bouts de интересно, sa он большой musique au поблагодарил musée. C'était son руководство enterré. музея Il a за été интерес к его творчеству dit и merci, il a remercié en fait les направил dirigeants du свои musée pour материалы. l'intérêt à l'égard de После son года œuvre. его Et donc, il a жизни, envoyé это было уже после ces 1943 matériaux. года, Donc, он après sa пополнялся, mort, après и мы сейчас 1943, храним les fonds 2600 единиц du musée ont continué à s'enrichir et aujourd'hui, всего того, что относится il y a к непосредственно к его 3600 материалам. objets Мы храним и relatifs à рукописи, и что Rachmaninov. самое Il s'agit des важное, что мы manuscrits храним его et ce qui est encore plus important, паспорта, ces мы храним, passeports, мы храним euh, очень долго и храним очень beaucoup делаем d'objets большие выставки, auxquels nous tenons. Nous посвященные organisons творчеству Сергея Васильевича. des И в expositions этом году d'envergure consacrées à Sergueï сейчас все Rachmaninov расскажу по порядку. cette année, bien Что sûr. в Mais bon. России происходит? Что Alors, происходит в qu'est-ce qui se России passe en сегодня, в Russie? эти дни? Aujourd'hui, Сегодня вот 6 апреля. on est le 6 avril, Я начну по порядку. В прошлую mais je пятницу мы vais открыли эту выставку commencer в par Риме. l'ordre des choses. Donc, vendredi Поехали в dernier, nous avons Дрезден. inauguré Дрезден cette это особое exposition à место Rome, святое puis Сергея Васильевича nous sommes allés à Рахманинова. Dresde, Там он проводил une ville многие свои зимы, intimement liée au дом, nom в de котором он Rachmaninov. Il y a жил passé и beaucoup работал. d'hivers. Il y a И une maison там où il a есть vécu, оперный où il a театр, travaillé. Il y который, a un théâtre d'opéra как он à сам писал, Dresde, когда он où, comme слушал il оперы l'écrivait, quand il écoutait Вагнера, les opéras de Wagner, как он сам сказал, они меня очень вдохновляли. il disait qu'il a После этого, été très после inspiré. этого он Et après готовился cette écoute, к весенней поездке в Москву, il se чтобы préparait justement работать потом в à свою sa любимую visite de Ивановку, это printemps небольшая à деревня Moscou et puis в à Тамбовской Ivanovka, области, un petit в village центре dans la России, région de где Tambov, писал и dans le жил centre очень de la partie européenne когда потом de la это Russie, тоже qui написал. l'inspirait particulièrement И pour créer. в этом году, Et donc cette после année, 50 Рахманинова, l'année de 150 ans de Rachmaninov, la grande date que nous célébrons, il est né dans la région de Novgorod. Et dans la région de Novgorod, il y a deux villages avec des plaques commémoratives qui disent que c'est ce village-là où Sergueï Rachmaninov est né. Donc, il y a toujours des disputes qui continuent. Il y a donc deux villages, Simonovo et Onego, qui pensent que ils sont la petite patrie de Rachmaninov. Les discussions continuent, mais ce n'est pas trop grave. Après, quand Rachmaninov est né, si on ouvre la Wikipédia, on va voir que c'est le 1er avril, même si Sergueï Rachmaninov lui-même, dans son autobiographie, indiquait la date du 2 avril. C'est la date qui figure dans ses passeports et aussi sur sa tombe. Donc, cette petite erreur, en fait, provient du changement de calendrier. Quand on a passé donc, du calendrier ancien vers le nouveau calendrier, on a mal calculé, si vous voulez. Donc, traditionnellement, Moscou accueille de grands concerts à son honneur le 1er et le 2 avril, les 2 jours, pour ne vexer personne et pour profiter encore davantage de son héritage. Il y a 3 ans, un décret présidentiel a été publié, portant aussi sur les 150 ans de Rachmaninov, ce qui est déjà un cas assez extraordinaire. Donc, un plan du ministère de la Culture l'a suivi, et toute une série de villes, de régions, de villages, d'institutions se sont impliqués pour participer aux événements consacrés à cet anniversaire. Et le 1er avril dernier, nous avons lancé un marathon pan-russe sous le titre Rachmaninov à 150 ans. Donc en une journée, nous avons organisé une centaine d'événements. La musique pouvait s'entendre dans le métro, dans les rues, dans les théâtres, dans les musées, dans les écoles, dans les salles de concert.
Durant toute la nuit, nous avons donc calculé, analysé les liens que les gens nous ont envoyés et on a été surpris et vraiment frappés très positivement, comme par exemple les chats des parents des écoliers, vous savez, qui parlaient de Rachmaninoff. Donc, ils se partageaient les informations sur les événements, quant à savoir où écouter de la musique, où aller, où sont organisées les expositions. Après, il y avait toute une série des événements organisés par des petits musées locaux, des petits musées de village, où les gens apprenaient, en fait, découvraient le nom de Rachmaninoff. Beaucoup de salles de concert se sont impliquées et pour organiser des concerts en visioconférence, donc virtuels. Donc, indépendamment de leur lieu de présence, les gens pouvaient en fait écouter de la musique. Donc, c'était vraiment une journée consacrée pleinement au nom de Rachmaninoff. Donc, l'une de nos activités importantes, comme je l'ai dit, ce sont des expositions. Vous en voyez une dans cette salle, je vais encore en parler. Mais d'ailleurs, le 13 février, nous avons aussi célébré l'anniversaire de Fyodor Chalepin. Oui, je vois des sourires dans la salle qui apparaissent tout de suite. Bien sûr, c'est un nom célèbre, aussi un nom qui est lié directement à la France, à Paris. Et en fait, au sein de notre musée, il y a le musée de Chalepin. Nous conservons l'héritage de Fyodor Chalepin et très récemment, nous avons inauguré une exposition Chalepin qui a réuni les collections de ces deux maisons, celle de Moscou et celle de Saint-Pétersbourg. Elle avait bien sûr deux maisons comme chaque grand artiste, elle avait aussi deux familles, pour lui c'était normal. Et cette année, nos collègues de Saint-Pétersbourg, le musée du théâtre et de la musique, nous a prêté une grande partie de leur collection. Et donc, ça nous a permis de montrer à la fois comment était sa vie quotidienne à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, Chalepin et Rachmaninoff étaient des amis très proches. Rachmaninoff était présent au mariage, aux noces de Fyodor Chalepin. Ils étaient vraiment de très bons amis. Il y a une exposition qui a été inaugurée le long des quais de la rivière Moskova, pas loin de la galerie Tretiakov. Et cette exposition, en fait, parle justement des parallèles, des points de convergence entre les deux grands artistes. C'est une exposition qui a été organisée dans la rue, en plein air, pour permettre aux gens de la voir et de l'écouter. Oui, j'ai bien dit écouter cette exposition parce que chaque exposition, en fait, est munie d'un code QR code, et vous pouvez tout simplement utiliser votre portable pour écouter des extraits de nos collections, de nos fonds musicaux. La majorité sont difficilement trouvables sur Internet. Ce sont vraiment des extraits exclusifs, si vous voulez, qui viennent des archives de notre musée. Donc, nous travaillons beaucoup avec le son. Nous essayons de nettoyer les enregistrements, de les sauvegarder. Quand nous nous sommes préparés à l'anniversaire de Rachmaninoff, nous avons numérisé beaucoup d'enregistrements sonores. En fait, 85% de nos archives musicales sont numérisées. Et donc, pendant ce travail de numérisation, nous avons trouvé un enregistrement très particulier. C'était une diffusion à la radio qui a été faite à New York à l'occasion du 4e anniversaire de la mort de Sergueï Rachmaninoff. Et donc, Natalia Satina, la femme de Rachmaninoff, a participé à cette émission radio, tout comme
Vladimir Borovitz, pianiste célèbre, et aussi Stakovski, chef d'orchestre. Donc 4 ans, c'est pas beaucoup, et lors de cette émission, ils ont partagé leur vie, leur travail avec Sergei Rachmaninov. Cette émission nous a laissé vraiment un sentiment très, très doux, très chaleureux. Voilà, ses amis qui partagent ses mémoires, ses souvenirs de cette personne, avant tout cet être humain tout à fait extraordinaire, avant d'être un grand pianiste. Et c'est alors qu'ils ont annoncé la création de la Fondation Rachmaninov, qui donc voyait son objectif, en tant que son objectif, d'aider les jeunes musiciens. Cette fondation Rachmaninov existe depuis de longues années en Suisse. Voilà, ça fait partie du travail des musées. Quand on prépare une exposition, on trouve toujours de nouveaux matériaux. Il y aura aussi une grande exposition à la galerie Tretiakov. Et donc, là, on essaye de restaurer aussi quelques objets pour cette exposition. Vous savez que Rachmaninov pouvait en fait toucher 13 touches sur le piano en même temps. Et donc, il pouvait interpréter des œuvres tout à fait extraordinaires qui ne sont pas toujours accessibles à tous les pianistes. Bon, l'exposition, vous allez la voir tout seul, hein, sans moi. Et moi, par contre, j'aimerais peut-être vous parler plus de nos archives, des fonds, donc des choses qui n'ont pas pu être incluses dans cette exposition. Déjà, il y a Rachmaninov pianiste, Rachmaninov compositeur et Rachmaninov chef d'orchestre. 3 parties de sa vie, 3 volets de son œuvre en Russie. Il a surtout œuvré en tant que compositeur. Quand il a quitté la Russie, il a beaucoup travaillé en tant que pianiste, interprète. Au cours de 25 ans, il a interprété plus de 1200 concerts et il a aussi fait des transcriptions. Parce qu'il a joué non seulement sa propre musique, mais aussi la musique d'autres musiciens, d'autres compositeurs. Tout en restant virtuose dans tout ce qu'il faisait. Pour revenir à nos collections, donc il y a des manuscrits, il y a des portraits aussi, des images d'ailleurs très intéressantes. Des portraits, par exemple, faits par Boris Chalyapine, qui est le fils de Fyodor Chalyapine, un peintre éminent. Pendant assez longtemps, il a été le peintre principal, l'artiste principal du magazine Time. Et donc voilà, son œuvre compte également quelques portraits de Sergei Rachmaninov. Comme je l'avais dit, les archives ont commencé à se constituer encore du vivant de Rachmaninov. En partant de la Russie, Rachmaninov a pris le manuscrit de l'opéra Mon Havana. C'est un opéra inachevé. Mais voilà, une œuvre existe quand même, elle est interprétée. Et quand Rachmaninov terminait ses études au conservatoire en composant son célèbre opéra Aleko, en fait, Tchaïkovski faisait partie du jury de la commission. Et Rachmaninov, il a composé cet opéra en 17 jours. Donc son travail de diplôme. Et Tchaïkovski l'a mis 5, donc la meilleure note possible, et l'a entouré des signes de plus.
Donc voilà, ces documents font partie également de notre collection. Donc Tchaïkovski a dû vraiment adorer cette composition. Et un an plus tard, cet opéra a été déjà mis en scène au théâtre Bolchoï. Un an, c'est vraiment quelque chose sans précédent. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un étudiant qui puisse s'imaginer qu'un an plus tard, son œuvre puisse être mise en scène, mise sur une des meilleures scènes, on va dire, mondiales. Donc il a pris ces manuscrits de Mona Vanna, ses carnets, le reste de ses archives, l'a laissé à Moscou, boulevard Strasnoï, en disant à sa bonne de conserver tous ces matériaux. En 1937, tous ces matériaux d'archives ont été transmis au conservatoire de Moscou. Il y avait déjà une part de ces manuscrits. En 1940, oui, donc en décembre 1940, et puis en 1972, nous avons également reçu des matériaux de Satine, cousine de Rachmaninoff. Donc cette collection faisait partie des objets individuels, des manuscrits. Tous ces objets permettent de suivre, de découvrir son parcours personnel et professionnel. Les esquisses même de ses œuvres. Donc, ça veut dire quelque chose qui n'a pas achevé, qui n'a pas composé, mais qu'il a esquissé. Et d'ailleurs, plusieurs chercheurs dans le monde et aussi plusieurs compositeurs, vous savez, entreprennent ces tentatives d'achever ces esquisses. Ça veut dire de composer cette œuvre. Bon, je n'ai pas entendu de grande réussite, mais je pense que c'est vraiment un défi pour les musiciens d'aujourd'hui. Donc, terminer l'œuvre de Rachmaninoff, si vous voulez. Qui sait, peut-être un jour. Et il y a donc les manuscrits d'Allegro et d'autres opéras qu'il a fait, des opéras inachevés, Boris Godunov, Mazeppa par exemple, 2 symphonies et des poèmes symphoniques, L'île des morts, concerto pour piano, le premier et le deuxième, des cantates, des poèmes symphoniques, cloches, toutes ces œuvres spirituelles, religieuses. Oui, en fait, Rachmaninoff est un compositeur éminent de la musique spirituelle. Et l'année dernière, lorsque nous avons fêté les 300 ans de la chorale synodale de Moscou, cette chorale est d'ailleurs aussi intimement liée au nom de Rachmaninoff parce que Rachmaninoff a beaucoup travaillé avec cette chorale. Et bon, il y a peu de gens qui le savent, mais même aujourd'hui, lors des services orthodoxes, très souvent, ce sont des œuvres de Rachmaninoff qu'on peut entendre. Et aussi des compositions de chambre, des compositions de piano qui sont très, très nombreuses. Rachmaninoff, comme interprète, a été aussi une véritable virtuose. Il nous en reste de nombreuses affiches. Et aujourd'hui, le 6 avril, à Moscou, vous savez, Moscou accueille l'exposition Non-Fiction, une exposition très connue littéraire qui présente donc aussi un livre de Rachmaninoff, l'héritage épistolaire. Aujourd'hui, ce livre va être présenté et c'est basé sur les matériaux de notre musée, l'édition compositeur à Moscou. L'édition précédente a été publiée en 1970. Et maintenant, en 2023,
la réédition ait lieu. Ce qui est important, de nouvelles pages historiques ont été découvertes qui avant n'avaient pas pu être publiées avant suite à la censure dans les années 70. Maintenant, vous pouvez découvrir beaucoup plus, donc des pages qui sont dévoilées depuis l'époque. C'est un recueil assez intéressant. Moi, je ne l'ai vu juste pour un petit instant, mais moi, je veux personnellement la note ainsi que la dédicace du compositeur de tous ces recueils, toutes ces compositions par les éditions russes, mais aussi étrangères, dont Sikorsky, d'autres éditions étrangères, donc le recueil intégral complet de ces compositions. Donc, beaucoup d'objets et matériaux que nous possédons dans notre musée. Il y a à peu près 35 tableaux d'artistes peintres. Ce sont des tableaux de Pasternak, Grigoriev, Chalapine, Rostinsky et beaucoup d'autres, et même des esquisses, des décorations et des mises en scène sur la musique de Rachmaninov. Je devrais dire que la partie des archives à l'étranger sont conservées à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis à Washington. Elle n'est pas si volumineuse que celle de notre musée, mais bien évidemment, quand même, elle a une importance. Il y a plus de 10 ans, avec nos collègues du département de musique de la Bibliothèque du Congrès, on a fait digitaliser tout ce qu'on avait. On les a fait numériser. Donc, on a fait un échange de toutes nos archives numérisées. Et maintenant, aux archives de Washington, il y a un recueil complet et intégral de compositions de Rachmaninov numérisées. Et les recherches continuent toujours. Je vais en parler en détail après. Donc, après, vous choisirez à Moscou, à Washington, vous pouvez vous déplacer. Nous avons tout ce qu'il faut. C'est numérisé, à mon avis, c'est très important à notre époque. Il y a quelques matériaux dans la bibliothèque nationale russe, à Saint-Pétersbourg, la bibliothèque nationale également, et aussi au musée Bakhrouchine. Il y a quelques notes, il y a des enregistrements de concerts. Nous avons réussi tout ce que l'on pouvait. Nous connaissons bien évidemment l'endroit où se trouve tel ou tel objet et on y revient avec plaisir. Je souhaiterais rajouter quelques mots sur l'événement qui a eu lieu le 30 et 31 mars. Il s'agit du symposium, la conférence intitulée Rachmaninov et son époque. En ce symposium, il y avait des exposés de Russie, Samara, Rostov, Perm, Klin, le conservatoire bien évidemment de Moscou, l'Académie Gnessine, l'Académie de Rostov, l'Académie de Saint-Pétersbourg, l'Académie de l'art choral. Donc, il y avait beaucoup de représentants de Russie, mais aussi nos collègues de Russie, de l'Allemagne, de Bosnie-Herzégovine, du Japon, de la Chine et du Brésil. Il y avait des exposés en ligne, mais aussi en présentiel. De quoi on en a parlé, mais tout le monde a presque tout étudié. Mais en effet, il y a quand même des faits peu connus. Il y avait des matériaux bien intéressants, les résultats de recherche que font aujourd'hui les chercheurs actuels. Pour la première fois, par exemple, le travail sur l'opéra privé Mamontov a été étudié et mis en lumière. Il y avait un domaine aux alentours de Moscou, dans la banlieue. Il y avait des documents qui ont été trouvés.
lorsque Sergei Rachmaninov a travaillé dans l'opéra privé de Mamontov. Et c'est là on a retrouvé de nouveaux documents et nos collègues ont eu le plaisir de les présenter. Puis, il y avait de nouveaux documents sur l'activité de mécénat et de charité qui ont été présentés. Rachmaninov, grâce à Rachmaninov, l'Église russe a existé. Il a beaucoup aidé à l'Église russe et il a aidé beaucoup de personnes. Il a envoyé beaucoup de colis au nom de l'Armée rouge. Il a beaucoup aidé à ses amis, compositeurs, artistes peintres, ceux qui étaient en Russie. Il a envoyé des colis de vêtements, de la nourriture, il a transmis de l'argent par le biais de l'ambassadeur de Russie pour les buts lucratifs. Et il a toujours signé de l'un des Russes. Il ne les a jamais signés par son nom. Il les a signés juste, comme je vous l'ai dit, de l'un des Russes. Ça a été connu, mais le fait sur l'Église russe en Allemagne, on vient de le découvrir, l'un des exposés y a été dédié à ce sujet. Un autre sujet porté sur les détails de la vie ecclésiastique de Rachmaninov, de la partie de leur famille. Puis, il y avait une analyse de critique d'art de toutes les images de Rachmaninov qui ont été faites. Il y avait des commentaires pour la création et la formation de catalogues sur Rachmaninov dans les fondations de Rachmaninov en Russie, dont 16 lettres qui n'ont pas été publiées, 16 lettres de Rachmaninov, écrites par Rachmaninov, qui n'ont pas été publiées avant. Dans ces lettres, il a parlé des détails de sa vie, sa biographie, peu connue, pas du tout connue avant. Et c'était en ce qui concerne cette conférence, ce symposium dont je vous ai parlé. Et quelques mots sur les commentaires sur l'exposition que vous voyez devant vous. L'exposition commence dans la salle d'à côté. C'est demain l'inauguration officielle de cette exposition, mais aujourd'hui, on a une avant-première. Vous êtes les premiers qui peuvent visiter cette exposition, à qui j'ai tout mon plaisir de le présenter. L'exposition commence par l'arbre généalogique de la branche Rachmaninov. Qu'est-ce qu'il faut que je vous donne comme détail? Il y a une opinion commune que le nom de Rachmaninov émane des racines tatars. Et le document que nous avons présenté à l'exposition porte sur le fait que leur arbre généalogique commence par les princes de Moldave, Dragoché, qui ont été princes de Moldavie au XIVe siècle jusqu'à l'an 1352. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est l'anthem national le drapeau national, l'anthem de Moldavie. L'enfance de Sergei Rachmaninov, là on parle aussi de sa famille. Donc, ses deux frères, l'un a été pianiste aussi, et puis il a fait son service militaire, et il avait trois frères, Arkady, Vassili est compositeur, et Sergei, donc, est devenu compositeur. Comme je vous en ai parlé, vous pouvez voir le diplôme du conservatoire, de diplômé de conservatoire de Moscou. Son professeur était Nicolas Zverev.
Il en a toujours parlé, c'est grâce à lui qu'il est devenu telle personnalité. Il a toujours eu de propos et des mots chaleureux sur son professeur. Vous pouvez voir la photo de Rachmaninov avec Zverev, le professeur Zverev. Et un an avant, sa mère a été obligée de récupérer son fils du conservatoire parce qu'à l'âge de 2 ans, malgré son talent sans précédent, il préférait faire le patinage au lieu de faire ses études. Ou juste balader dans les rues de Saint-Pétersbourg. C'était un enfant, un gamin comme tous. Il a raté ses cours jusqu'au moment où il a raté tous les examens possibles du conservatoire. Son cousin, le pianiste très connu, Alexandre Zilotti, a donné à sa mère un conseil très sage de proposer ses études, de continuer à faire les études de son fils au conservatoire de Moscou et le laisser entre les mains de leur compositeur Nikolai Zverev. Bien évidemment, Zverev était un pédagogue très doué. Il a été tant aimé par ses élèves et même ses élèves ont habité toujours chez lui ou dans le même bâtiment. Tout ce qui était la nourriture, le vêtement de meilleurs couturiers, c'était proposé par lui. Le programme a été très bien élaboré dans l'apprentissage des langues. Puis en été, ils ont eu toujours des voyages en Crimée ou dans les colonies de vacances et on les appelle de petits animaux d'après son nom de famille. Les professeurs de Rachmaninov étaient entre autres Sergei Taneyev, sur contrepoint, le compositeur très connu, et aussi Anthony Arensky. Lui, il a enseigné la composition libre. Les objectifs de contrepoint de tragédie de Pushkin, Boris Godunov. À la fin du conservatoire, les élèves de la classe de composition libre ont eu une tâche suivante. Il fallait composer l'opéra un acte à l'écho. D'après Pushkin, pas tous les élèves ont réussi à le faire. Il y avait des élèves qui ont fait que de petits morceaux ou même des esquisses, des croquis. Mais Rachmaninov a réussi à le faire en intégralité, en un acte. Et il a même fait la couverture en cuir pour laquelle il a dépensé tout son argent. Il a fait pendant 17 ans, il a eu la meilleure note d'excellence, et puis cet opéra a été accepté par le théâtre Bolchoï. Un autre compositeur, il en a parlé que la diversité de ses talents, c'est plutôt une charge bien lourde que le don de Dieu. Mais il a fait pour lui afin qu'il puisse avoir tout le plaisir. Le pianiste qui donnait beaucoup de concerts, notamment à l'étranger, a été rempli par des déplacements. Il a toujours changé des hôtels, des campagnes. Lorsqu'il a quitté Russie en 1917, il n'a pu prendre que ses cahiers, ses esquisses et l'opéra inachevé. Des esquisses et des brouillons, il a réussi quand même à le terminer, à l'achever uniquement à l'étranger, où il pouvait se reposer après l'agenda très très serré du compositeur qui donnait trop de concerts à sa patrie. Donc, il allait de sa patrie Ivanovka, où il a réussi d'abord dans sa campagne en Russie, son dernier appartement à Moscou, puis à Dresde, et puis Velasenar. Et Rachmaninov a parlé de Velasenar, où il a fait ses compositions sur le thème Pegageni, sur d'autres symphonies et les danses lyriques. Il l'a fait dans
dans l'appartement à Ivanovka. Il a fait que son bureau de travail, vous pouvez voir dans le Villa Sénar, il l'a fait comme à Ivanovka. C'est moi-même que j'ai prise, que j'ai les photos que j'ai prises moi-même, que vous voyez dans la Villa Sénar. Donc, vous pouvez voir donc l'emplacement de la table de bureau de travail. Et juste un petit moment une petite image de nature bien agréable, mais il ne pouvait pas quand même là-bas construire la maison. Mais il a beaucoup aimé cet endroit à Sénar et il a trouvé lui-même une idée de comment il faut construire cette maison-là, comme il y avait beaucoup de rochers autour, mais il a réussi à amener les spécialistes qui ont pu exploser ces rochers et il a réussi à faire toute la construction tout à fait identique à la maison à Ivanovka. Pas tous il a réussi à faire à l'identique, mais pour regarder les sentiments qu'il voulait. Puis il a fait beaucoup de choses par ses propres mains, à partir donc, des techniques. Il a mis il a fait lui-même toute l'électricité. Il a utilisé le vis lui-même, ce qu'il a adoré. Et les gens des villages d'alentour, ils savaient très bien si quelqu'un roule à toute vitesse son véhicule, c'était que lui, Sergei Rachmaninov, toujours des amis. C'est lui qui a construit le garage pour son bateau. Puis, par l'Étreuil, il a réussi à monter le bateau. Donc, il était dans le sens technique, il était une personnalité brillante. Même là, lorsque je suis montée au 3e étage de sa maison où se trouvait sa chambre, et je retrouvais un appareil, un dispositif où on pouvait avoir l'idée que c'était pour les ordures, mais en effet, c'était juste le dispositif pour mettre des linges sales dans le sous-sol ou dans l'endroit destiné au sous-sol de cette maison. À mon avis, c'était une invention technique très intéressante. Elle a fait aussi son petit jardin avec des bouleaux qu'il les a plantés. Donc, le CG russe était avec lui tout le temps, même à l'étranger. Cette exposition, vous pouvez voir donc, tous les objets qu'il a utilisés, les presse-papiers, les crayons, tout. Les encres, lorsqu'on les prend entre nos mains, au musée, on ne peut pas toucher les objets, mais parfois, quand même, on prend de temps en temps nous-mêmes, les collaborateurs, pour avoir l'inspiration nécessaire. On comprend très bien que c'était une personne très délicate. Moi, je suis compositeur russe, c'est lui même qui a donné cette phrase qu'on a prise pour l'exposition. Lorsqu'en anglais, on lui a posé la question à Chalapine, qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir un vrai russe? Il faut écouter la musique de Rachmaninov. En fait, on l'appelle souvent l'élève de Tchaïkovski, ce qui n'est pas vrai. Il n'était pas l'élève de Tchaïkovski. Mais il a vénéré vraiment Tchaïkovski, comme quoi il pouvait le considérer comme pédagogue et professeur, mais ce qui n'était pas le cas, c'était juste la vénération. Et Tchaïkovski était présent sur la répétition de l'opéra Aleko et il a proposé la mise en scène, la composition commune d'Aleko avec Yolanta de Tchaïkovski. Et Rachmaninov, dans quelque sorte, aurait pu devenir en quelque sorte de l'héritier musical de Tchaïkovski. Au début, les traditions de romantisme dans la musique ont été suivies quand même par Rachmaninov.
Rachmaninov s'est posé toujours la question s'il faisait une erreur en quittant la patrie. Parce qu'il s'était intéressé toujours par les nouvelles de l'Union soviétique et il a éprouvé les sentiments, il a demandé toujours des disques soviétiques, notamment l'ensemble Alexandrov. Habitant à l'étranger, il se sentait toujours russe, il se sentait comme une personne russe. Dans la famille, il parlait que russe. Il y avait ses amis qui parlaient russe et ses enfants ne parlaient que russe. C'est les enfants qui venaient pareillement. L'auteur des 3 chansons russes, l'une des compositions musicales qui se trouve dans nos fonds, et c'est sa cousine Sophia qui nous a transmis ces manuscrits pour conserver même l'inscription toute pâle par crayon. Nadezhda Previtskaya, la fameuse chanteuse russe, paysanne sans aucune éducation musicale. Elle a donné ce concert à l'étranger et en Russie aussi. En 1996, elle est arrivée à New York et elle a chanté la chanson populaire russe de Koursk, et puis il a fait sa composition pour piano et les a fait inclure dans son recueil de compositions. Si dans les liturgies, Rachmaninov n'a pas utilisé les chants ecclésiastiques de l'Église pour bien conserver son caractère intrinsèque à ce que l'on chante d'habitude dans l'Église, mais dans la liturgie divine, il les a quand même conservés. Le chœur des chanteurs de l'Église, que vous pouvez voir aussi ici dans l'exposition. Je pourrais citer que beaucoup de ces compositions ont été après interprétées par ces chanteurs déjà en vocal. Il y a une partie importante du patrimoine musical de piano du compositeur. Il a fait beaucoup de transcriptions pour enrichir son répertoire. Ça fait une 5e partie de toutes ces compositions, mais aussi des compositions d'autres auteurs. Tout d'abord, c'était des transcriptions de ces propres auteurs. C'était Vocalise pour l'orchestre symphonique, Prélude de dièse mineur pour piano à 2 ou 4 mains et les danses symphoniques pour le piano à 4 mains. Pour les transcriptions d'autres compositeurs, ce sont des compositions de Bach, Mezek, Leisler, Mendelssohn, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, Schubert, Smith et d'autres. Ces transcriptions on avait un effet brillant pour clôturer les concerts, et c'est avec ceci qu'il a clôturé ces concerts-là. Et l'épigraphe pour le panneau pour les transcriptions était une citation de Wiltschau. Il a eu toutes les nouveautés de Rachmaninov, toutes les nouveautés musicales de Rachmaninov, qui ont été envoyées personnellement par compositeur. Et puis, dans ses propos exaltés, il a toujours donné les meilleurs compliments aux grands compositeurs. Bien évidemment, Wiltschau était pianiste virtuose à partir de 1918. Son activité a été liée à la marque Steinway qui lui a livré ses instruments. Donc, Sergei Rachmaninov était un visage de Steinway. Le logo de Steinway a inclus Rachmaninov dans la liste des musiciens exceptionnels de Liszt à Goffman qui ont interprété sur ces pianos d'exception. L'autre instrument, elle a commandé pour sa maison à Californie en 1942. 2 pianos ont été offerts au compositeur ainsi qu'à sa fille le jour de son mariage. À la demande de Sergei Rachmaninov, dont le nom était la meilleure recommandation, bien évidemment,
temps, ces pianos ont été offerts gratuitement aux musiciens comme Nicolas Medtner, chef d'orchestre. Il est devenu chef d'orchestre à l'âge de 24 ans. La première symphonie, comme vous connaissez beaucoup, c'était un échec de Rachmaninov, mais Sava Mamontov lui a beaucoup aidé après son échec. Un mécène très bien connu, le mécénat, l'acteur, grand acteur du monde du théâtre, et les invités dans son opéra en 1897. Le premier orchestre dans l'opéra La vie pour le tsar était aussi un échec. Et le chef d'orchestre, il n'a pas donné le droit d'introduction au chanteur. Pourquoi elle se venge beaucoup? C'est pour ça que ça se terminait par un échec. Après, pour l'opéra Samson et Dalila, il a eu beaucoup plus de succès. Et les musiciens ont déjà aimé Rachmaninov et les critiques ainsi que le public ont bien apprécié Rachmaninov. Il n'a travaillé que pendant une seule saison, mais 6 opéras ont été orchestrés par lui et grâce à ceci, il a eu une expérience nécessaire. Et puis, il a interprété en sa qualité de chef d'orchestre d'opéra. Et il a été apprécié pas uniquement par les critiques de musique, mais ce qui est le plus important, par les musiciens d'orchestre. Le poème Les Cloches en 1914 a interprété, et pour la dernière fois en 1939, le poème Les Cloches a été interprété à Philadelphie. Après la fin, dès qu'il a achevé le conservatoire, il n'a pas reçu malheureusement l'offre de devenir professeur du conservatoire, mais malheureusement, il n'a pas reçu cette offre malgré ses attentes parce qu'il a eu des relations compliquées avec le directeur du conservatoire. Pour gagner sa vie, il a donné des cours particuliers, mais en effet, l'activité pédagogique ne lui a beaucoup trop intéressé. Mais quand même, il a attaché toute son attention et responsabilité envers cette activité pédagogique. Pour enseigner le piano, il faut avoir beaucoup de patience. Et moi, j'ai peur que je n'ai pas assez de patience pour ceci. C'est ce qu'il disait de lui-même. À l'âge de 17 ans, il a donné des cours à la communauté de chorale où les élèves ont été 3 fois plus âgés que lui. Et puis, il a enseigné à l'Institut Elizavetinsky. Moi, je voyage beaucoup en Russie et dans beaucoup de conservatoires en Russie, il y a des inscriptions qui constatent, qui justifient que Rachmaninov a visité ces organismes en tant qu'inspecteur. Le conservatoire de Saratov m'a beaucoup impressionné, en effet. Mais en fait, c'était une impression négative. Après ces enregistrements, c'était la classe musicale. À Saratov, ils ont fait quand même, ils ont tiré la leçon de ceci et puis il est devenu le 3e organisme qui enseignait de la musique de très haut niveau. Et puis, le professeur de Saint-Pétersbourg, ils ont déménagé à Saratov pour y enseigner. Donc, les propos de Rachmaninov avaient une utilité, pas uniquement pour ceci. Lemis a aussi pris les cours chez Rachmaninov. Il a donné des cours pour des exercices tout à fait standards et ordinaires, mais lui-même, il a fait des choses à l'improviste au registre tout à fait très haut, et c'est cela que les élèves ont appris. Donc, la diversité de ces activités de bénévolat, des activités caritatives était très, très large, mais on n'en savait pas beaucoup. Ainsi, il a répondu à la lettre de son ami
Vladimir Metchao, musicien du conservatoire. Il a reçu une liste et à travers un organisme américain, il a commencé à envoyer des produits, des articles de tous les jours, de la consommation courante à ses amis en Russie. Ainsi, par exemple, 20 bouteilles de lait, 11 kilos de sucre, de la farine, 27 kilos de riz. C'était voilà, en colis typique. En colis, donc, avait à peu près 70 kilos en poids. Et donc, ces envois en produits alimentaires et en argent a sauvé plusieurs familles. On disait que voilà, la moitié de Moscou, en fait, était sauvée par Rachmaninov. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça reflète quand même un peu le volume de son aide. Il a reçu plusieurs lettres de remerciement. L'une des lettres a été formulée sous forme d'une cantate. Rachmaninov y répond: j'ai été vraiment touché par la lettre comme par la cantate, donc par la musique. Elle a aussi aidé ses concitoyens à l'étranger. Dans les années 1930, par exemple, l'aide aux immigrés russes et son refus d'interpréter en présence de l'ambassadeur soviétique à Paris a provoqué une vive réaction en Russie communiste qui a mis une étiquette participant à l'armée blanche. Et cependant, il a aussi aidé l'armée rouge. Comme j'ai dit, l'inscription disait de l'an des Russes pour aider à combattre l'ennemi. Il utilisait les honoraires de ses concerts pour acheter, par exemple, des équipements pour des hôpitaux ou des médicaments. Malgré son apparence physique assez sévère, donc il avait cette apparence sévère si on ne le connaissait pas trop, mais dans son cercle intime, en famille, parmi les amis, on voit en fait son visage s'illuminer. Par exemple, quand il est avec ses filles. Et je vais vous raconter un autre épisode qui parle beaucoup de sa personnalité. Quand il s'est retrouvé déjà à l'étranger, l'ancien citoyen russe, M. Sikorsky, qui a fondé l'une des entreprises d'hélicoptères, était en manque d'argent. Donc, il a cherché quelqu'un qui puisse lui prêter 1 500 $, pour lancer, comme on dirait aujourd'hui, en start-up. Donc, Sergei lui a prêté 5 000. À l'époque, c'était une somme énorme. Donc, il est tout de suite devenu vice-président de l'entreprise. Donc, ensemble avec Sikorsky, ils ont commencé à fabriquer les hélicoptères, puis les avions ont suivi. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle Pan American. Ouais. Voilà, à l'origine, il y avait Sergei Rachmaninov. Bon, après, j'ai un bagage inépuisable d'anecdotes sur Rachmaninov, parce que c'est pas notre travail, c'est notre vie, c'est quelque chose qui nous inspire, à quoi nous tenons beaucoup, ce que nous faisons. Nos expositions ont été traduites en plusieurs langues et ont été montrées une quarantaine de régions russes. Ensuite, nous les avons montrées dans les pays européens, dans les maisons russes, mais aussi en Afrique du Sud notamment, sur tous les continents où on a pu. Bien sûr, j'aimerais bien venir en personne partout pour partager avec vous mon propre expérience et présenter les expositions, mais justement, le nombre d'endroits où nous avons inauguré nos expositions ne le permet pas. Et ensuite, c'est le format numérique qui nous aide à élargir aussi notre public.
Et un jour, qui sait, peut-être nous serons à même de vous montrer de véritables objets qui ont été touchés par Rachmaninov et qui donc ont conservé oui, sont touchés, si vous voulez, très particuliers. Et donc, de ma part, je voudrais vous remercier une fois de plus de votre attention et exprimer ma gratitude. Et bien sûr, je serai prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, merci. Quelle est la situation à Sénar aujourd'hui? À qui est-ce que ça appartient? Est-ce que des visites sont organisées ou... Alors, Sénar appartenait à la Fondation Rachmaninov. Ces dernières années, la Fondation avait beaucoup de problèmes financiers, notamment. Et il y a un an, si je me souviens bien, peut-être un peu plus, le canton de Lucerne a acheté le village de Sénar. Bon, pour ceux qui nous écoutent, je tiens en fait à préciser ce que c'est que Sénar. Donc, partout, vous allez voir des inscriptions Sénar, mais en fait, c'est Serge Natalia Rachmaninov. Ces inscriptions figurent sur les couverts, sur les tables, c'est sur la maison, c'est brodé sur les serviettes, mais voilà, donc c'est ce que ça veut dire, c'est Serge et Natalia Rachmaninov. Il y a des groupes touristiques, mais ils sont peu nombreux, c'est lié au problème plutôt d'organisation, logistique. Donc la maison, par exemple, n'a pas été réparée depuis très longtemps. Oui, en fait, dès le début, depuis Sergueï Rachmaninov, ça n'a jamais été réparé. Le canton a promis de le faire, de lancer des travaux de restauration. Il a aussi promis donc de créer des conditions pour des visites guidées, pour des groupes. Nous avons prévu de lancer des expositions communes cette année, mais bon, là, ça a été plutôt mis en pause, peut-être un peu plus tard. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a 3 à 4 ans, il y avait un concert tout à fait extraordinaire parce que le piano dont j'ai parlé tout à l'heure se trouve là-bas à Sénar, et quand Denis Matsouyev est venu interpréter à Lucerne, ce piano a été donc transporté de Sénar à la salle de concert, et c'est sur ce piano que Denis a joué. C'était vraiment une interprétation tout à fait extraordinaire, époustouflante. Non, Moscou n'a rien reçu. Les collaborateurs de notre musée, à la demande de la Fondation Rachmaninov, quand ils voulaient décrire la collection, donc tout ce qui se trouvait dans cette maison, c'est nous qui l'avons fait. Donc, tu entres dans une pièce et, par exemple, tu vois une veste de Sergueï Rachmaninov, sa canne, son chapeau, comme si la personne était sortie prendre de l'air il y a 3 minutes. C'est vraiment très vivant, c'est son esprit qui est là. On a l'impression que le maître de la maison est toujours là, qu'il n'est pas trop loin. Oui, d'autres questions, allez-y. Oui, donc ce piano, est-ce que c'est celui auquel je pense? Parce que je sais qu'il y avait un piano unique, plus long, une dizaine de mètres, qui a été fabriqué spécialement pour Rachmaninov. Elle a été transportée en Russie. Est-ce que c'est le même ou pas? C'est Denis aussi qui a interprété. Non, c'est un autre. Parce que ce grand piano, je l'ai entendu, c'était pendant un concert à Sochi en 2008-2009. Oui, c'était vraiment un piano très long, unique. Non, c'est un autre.
Mais il faut savoir que Sergei Rachmaninov lui-même, en fait, il venait à la fabrique et donc pour sélectionner lui-même ses pianos parmi plusieurs. Et très souvent, en fait, quand il partait dans des tours de concert, il prenait son piano avec lui. Selon piano, je ne sais pas, oui, ça doit être 1901-1902, l'époque d'or, on va dire, de la production des pianos, donc oui, piano de luxe. Peut-être il y a aussi des questions en ligne, je ne sais pas. Alors, en ligne, nous avons une question sur les adresses parisiennes de Rachmaninov. Ou là, vous m'avez pris par surprise. Je ne serai pas prête à y répondre, donc laissez-moi un peu de temps pour réfléchir, pour vous donner une réponse plus correcte. Pour ne pas vous induire en erreur, je vais quand même le préciser auprès de mes collègues. Oui, je connais une adresse symbolique, on va dire, parce que la société musicale qui a été créée à Paris, Gretchaninov, je pense, Rachmaninov est devenu son président d'honneur, le premier président d'honneur. Donc, si vous voulez, oui, c'est son adresse, avenue de New York 26. Et puis, voilà, bien sûr, il y a le conservatoire Rachmaninov à Paris, tout le monde connaît. Aussi un endroit connu, bien évidemment, pour tous ceux qui aiment l'œuvre de Rachmaninov. Donc oui, une autre adresse importante. Vous savez, je voudrais vous exprimer un grand merci personnel pour votre présentation sur l'héritage de notre patrie et je voudrais vous poser une question. J'ai des proches qui habitent en Moldavie. Alors, est-ce qu'il y a des traces qui restent toujours? Des traces de cette partie de l'histoire que vous avez partagée. En fait, j'étais vraiment frappée parce qu'en Moldavie, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a voilà, ces traces historiques de ce grand compositeur. Actuellement, ou peut-être dans le passé, avez-vous, je ne sais pas, fait quelque chose, pu découvrir quelque chose de ce genre en Moldavie? Alors, la maison russe à Chisinau a aussi cette exposition. Donc déjà, je vous invite à faire passer le message à vos proches, à votre famille pour qu'ils viennent voir cette exposition. Alors, ces dernières années, nous n'avons pas vraiment travaillé directement avec la Moldavie, mais il faut dire que pendant l'époque soviétique, notre musée portait le nom de Mikhail Glinka. Et c'était connu de toutes les républiques soviétiques. Et ce musée a été représenté dans toutes les républiques, y compris la Moldavie. Et d'ailleurs, plusieurs républiques se sont fait des musées de la culture nationale sur notre modèle. En tout cas, je sais qu'il y a un tel musée en Moldavie, justement. Il n'est pas très grand, mais voilà, elle est consacrée aux traditions musicales moldaves. D'ailleurs, les traditions musicales moldaves sont tout à fait extraordinaires. Déjà, la tradition de l'opéra, tous les interprètes, le conservatoire de Chisinau, avec des professeurs tout à fait éminents, c'était des personnes mondialement connues à leur époque. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres projets communs, on va dire,
Mais voilà, on reste ouvert. Si votre ami, votre famille, vos proches ont aussi un intérêt particulier, vous pouvez toujours vous adresser à nous. Nous avons beaucoup de matériaux dans nos archives. Bon, pour terminer notre rencontre, en fait, nous faisons plein de choses intéressantes tous les jours. Tous les jours, à la chaîne de radio Orphée, c'est une chaîne de radio musicale, il y a une émission qui sort. C'est moi qui est présentateur. Je m'en occupe depuis 6 ou 7 ans. Et je voudrais vous mettre, à travers le micro comme ça, un petit morceau, un petit enregistrement. Pour musique avec Mikhail Brizgalov, chef-d'œuvre du Musée russe national de la musique. Sur la photo conservée au musée, nous voyons une maison de 2 étages du style allemand avec des petites tours et du raisin. Dans cette maison, avec sa femme et ses 2 filles, Tatiana et Irina, à Dresde, Sergei a passé 3 hivers. Gartenvilla a été apprécié par les Rachmaninov comme aucun autre appartement loué. Nous habitons ici au calme, tout seuls, nous ne voyons personne, nous ne sortons pas, a écrit Rachmaninov à son ami Slom. Je travaille beaucoup et je me sens très bien. Cette vie, je l'aime bien. À mon âge avancé, ça me convient très bien. En fait, il n'était pas si vieux que ça. Rachmaninov n'avait que 33 ans, mais il avait vraiment besoin de se reposer après le boulot épuisant de chef d'orchestre. Et ces hivers à Dresde lui permettaient de composer. Ensuite, il revenait à Moscou et pour partir en été dans son village Ivanovka préféré. C'est à Dresde qu'il a composé la première sonate pour piano, 2e symphonie, l'opus 26 et ses romances. Sous l'impression de l'image du tableau L'île des morts de Böcklen à Dresde, Rachmaninov crée une composition au même titre. Il a aussi écouté des opéras de Wagner, de Strauss, et aussi il a vu l'opérette La Veuve joyeuse. Voilà, ce genre d'émission qui dure 3 minutes, qui commence à 9 h et à 6 h du soir. Donc les heures de pointe avec des petites histoires comme ça sur une œuvre, sur une composition, mais tous les jours. Et les gens apprécient, je pense, aujourd'hui, les gens, quand il y a vraiment ce genre d'extraits très courts mais informatifs. Je vous remercie une fois de plus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Brizgalov. Je vous rappelle que demain, c'est l'inauguration officielle de l'exposition dans la salle d'à côté, salle de marbre. Nous allons accueillir les lauréats des concours musicaux, nos collègues du conservatoire de Rachmaninov, Orlova, Trotsky. Donc, bienvenue demain. L'exposition va durer jusqu'au 22 avril et il y aura aussi des visites guidées. Vous pouvez vous inscrire sur notre site en nous envoyant un petit mail. Merci beaucoup pour cette belle soirée. Merci, Mikhail. Merci à vous.